En République démocratique du Congo, 4778 cas confirmés de la COVID-19, 600 guérisons, 107 décès. Très heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour Info 7 ce dimanche. Comme je l'avais déjà dit sur plusieurs de mes pages dans les réseaux sociaux, je recevrai pour vous le docteur Jérôme Mouniangui. Beaucoup ont interréagi, beaucoup ont voulu poser des questions à Dr Jérôme Mouniangui et j'espère que pendant cette émission, nous aurons le temps, en tout cas, de transmettre toutes vos préoccupations au Dr Jérôme Mouniangui. Très heureuse d'être avec nous, Dr Jérôme. Le plaisir à partager, Madame Paulette. Réel ces chiffres que je viens de dire tout à l'heure, la toute première question. Réel ces chiffres? C'est réel, peut-être c'est ce qui est détecté, et peut-être il peut y avoir plus que ça. Plus que ça, parce que beaucoup de Congolais n'y croient pas. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu le statistique publié par Pascal Monlegua, merci à toi, cher confrère, que beaucoup de Congolais n'y croient pas aux chiffres, disent que non, c'est pas vrai, c'est pour que simplement on nous fasse vacciner. Les Européens veulent à tout prix que nous prenions leur vaccin. Docteur Jérôme. Bon, je crois que on va analyser un peu la situation. Possible que la population soit résistante face peut-être au comportement de décideurs ou de la politique de la riposte. Mais aujourd'hui, on va quand même dire à la population, c'est réel. Mais les chiffres qui sont présentés, peut-être ce n'est que la pointe de l'iceberg. En dessous, il y a peut-être beaucoup plus de cas que ça. La maladie est là, elle existe. La maladie existe. Elle est là, elle existe, elle circule dans la population, elle circule dans la ville, elle circule en RDC, elle circule dans le monde. Question aussi directe, avant que nous entrions dans le fond du sujet, êtes-vous réellement conseiller dans le cabinet du chef de l'État? Oui, je suis conseiller du président de la République. En charge santé et bien-être. Ok. Est-ce qu'avec ce boulot, permettez l'expression, vous avez le temps de faire vos recherches? Bien sûr que oui. Vous le faites là-bas, dans le cabinet? Vous avez un studio ou un labo spécifiquement créé pour vous, là-bas? Je suis d'abord un homme de terrain, technicien. Je passe beaucoup de mon temps entre les laboratoires. Je crois que peut-être les gens ont suivi, je crois que vous avez même rediffusé ça chez vous, les reportages de nos amis de TV5 Monde qui nous ont suivi là où nous sommes. Voilà, donc on est entre le laboratoire, les terrains, ainsi de suite. Et on passe moins de temps au cabinet. Donc les chefs veulent le résultat et nous sommes sur le terrain pour chercher ce résultat-là. Premier condensé, mesdames et messieurs, nous allons commencer par la COVID-19. Évidemment, nous allons parler de la situation épidémiologique de cette pandémie ici en République démocratique du Congo. Et évidemment, cette nouvelle qui est tombée comme un tonnerre, c'est la démission du docteur Mukwege, prix Nobel de la paix. Pourquoi a-t-il démissionné? Pourtant, c'est aussi un grand chercheur, un médecin de renom. Pourquoi a-t-il quitté cette cellule contre le Covid-19 dans le Grand Kivu? Premier condensé, mesdames et messieurs. Le nombre de cas de contamination du coronavirus continue de se multiplier en République démocratique du Congo. Le pays enregistre actuellement 87 nouveaux cas de la Covid-19, dont 63 à Kinshasa, la capitale, 11 au Haut-Katanga, 11 autres au Congo central, 2 au Sud Kivu et 1 au Nord Kivu. À en croire l'équipe de la riposte contre le coronavirus, le bilan actuel de la pandémie fait état des 4724 cas confirmés depuis le début de la pandémie, déclaré le 10 mars 2020. Le bulletin quotidien indique également que 595 personnes sont sorties guéries et 106 décès. Notons aussi que 3197 malades sont en bonne évolution. Selon le comité multisectoriel de la riposte contre la COVID-19, 366 échantillons ont été testés. Parmi les provinces les plus touchées par le coronavirus, l'on retient Kinshasa avec 4249 cas, le Congo central avec 232 cas, le Sud Kivu avec 108 cas, le Haut-Katanga avec 72 cas, les Kwango avec 1 cas ainsi que les Olomami avec 1 cas. La province du Nord Kivu enregistre quant à elle 54 cas, les Kwilu 2 cas, Chopo 1 cas et Équateur 1 cas.
Entre-temps, les gestes barrières restent de strictes applications en République démocratique du Congo afin de lutter contre le coronavirus, des mesures qui doivent être respectées par la population congolaise. Le prix Nobel de la paix Denis Mukwege jette l'éponge. Il démissionne de ses fonctions de vice-président du comité multisectoriel de riposte à la COVID-19 et de président de la commission santé au Sud Kivu. Nommé le 30 mars dernier par le gouverneur de la dite province de Okassi, Denis Mukwege révèle les difficultés qui n'ont pas facilité sa stratégie mise en place en avril dernier contre le coronavirus. Il s'y est de noter que deux problèmes majeurs l'ont empêché d'appliquer efficacement sa stratégie de riposte contre cette pandémie. D'une part, l'impossibilité de disposer dans la province des RTP-PCR permettant de confirmer rapidement le diagnostic de COVID-19, mais également les délais requis de plus de 2 semaines pour recevoir les résultats des prélèvements envoyés à l'INRB à Kinshasa. Tout cela a constitué un handicap majeur pour mettre en pratique la stratégie basée sur tester, identifier, isoler et traiter. D'autre part, un relâchement des mesures de prévention par la population. Dr Denis Mukwege dénonce également des faiblesses organisationnelles et d'incohérences entre les différentes équipes responsables de la riposte à la pandémie dans les Sud Kivu. Signalant que le prix Nobel de la paix dit continuer à porter sa contribution intellectuelle dans la lutte contre la pandémie de COVID-19 dans la province du Sud Kivu. Docteur Jérôme Mouniangé, vous avez suivi le docteur Mukwege, il a donné ses raisons. Manque de RTP. RTP d'abord c'est quoi? Peut-être les gens ne connaissent pas trop RTP, PCR par rapport au diagnostic, ça veut dire quoi? Ce sont des termes techniques? Oui, c'est beaucoup de termes techniques, mais RTP, PCR c'est les diagnostics moléculaires en fait, ce sont vraiment les diagnostics de certitude pour qu'on dise qu'une personne est atteinte du coronavirus. Donc il faut faire cette PCR. Et il a dit aussi, c'est trop loin, il n'y a pas une décentralisation de ces examens-là. Tout était centralisé à Kinshasa et cela a occasionné beaucoup de retard pour pouvoir soigner les malades, savoir les résultats des gens qui sont atteints. Ouais, moi je pense que sa préoccupation est très 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 fondée. Lui quand même il a eu le courage de démissionner, mais il y a quand même d'autres personnes, même ici à Kinshasa. Vous savez que par exemple un hôpital ici à Kinshasa, je peux prendre n'importe quel centre, et parmi les 11 sites ou parmi les sites, je ne sais pas encore le nombre exact que nous avons des sites et des prises en charge aussi des diagnostics, et tous ces gens envoient leurs échantillons à l'INRB et il y a un délai, comme ils ont dit là, le délai est long pour attendre ces résultats-là. C'est comme ces 2 semaines, il a dit. Donc quelqu'un peut mourir entre mais bien sûr que oui, mais bien sûr que vous avez une durée d'incubation qui est en moyenne de 5 jours. Incubation 5 jours. Oui, la durée d'incubation de la maladie est de 5 jours. À supposer qu'une personne arrive dans un centre de santé, qu'il est asymptomatique, ça veut dire asymptomatique, ça veut dire sans les signes extérieurs. Exactement. Comme fièvre. Voilà, il n'a pas encore beaucoup de signes, mais il se sent quand même un peu malade, on l'a diagnostiqué, ainsi de suite, et il doit attendre le résultat pendant 2 semaines. Et c'est pendant les 14 jours que la maladie va commencer à se manifester. Vous allez avoir toute une réaction inflammatoire qui va se suivre, ainsi de suite, toutes les conséquences. Ce qui fait que nous sommes en train de perdre beaucoup de gens à cette centralisation. Mais on se pose beaucoup de questions aujourd'hui, c'est pourquoi cette centralisation? Il y a beaucoup de centres ici, les gens qui sont très bien équipés, qui ont même du matériel et qui ne demandent que de réactifs. Est-ce que vous avez demandé, vous qui êtes proche du chef de l'État, est-ce que vous avez conseillé au chef de l'État de décentraliser un peu ces centres de diagnostic? Je crois que ça va se faire partout dans chaque province? Bien sûr, ça a déjà commencé. Par exemple, il y a les Katanga, il y a les procédures, je crois, Congo central, même ici dans la ville de Kinshasa, il y a cette décentralisation un peu des diagnostics. Je crois que tout n'est plus centralisé à l'INRB. Tout ne sera plus centralisé à l'INRB. On commence aujourd'hui à demander qu'il y a d'autres centres qui doivent poser ces diagnostics et pour essayer un peu de réduire ces délais de résultats, d'attente des résultats et cette impossibilité de diagnostic. Nous avons aujourd'hui beaucoup de personnels qui sont qualifiés, c'est pas seulement le personnel de l'INRB, il y a des personnels qui ont été formés sur la biologie moléculaire, qui sont dans des provinces, qui sont ici dans la ville de Kinshasa, qui n'attendent qu'ils doivent avoir des outils pour poser les diagnostics. Je vous prends au mot, vous avez dit que Mukwege, au moins lui, a eu le courage de démissionner.
je suis le fil de l'idée. Qui doit encore démissionner? Non, je dis au moins, il a pris les courages de dire... Moi, je suis direct. Est-ce que vous, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui se plaignent du docteur Tanfou. Ils disent qu'il ne réussit pas. Il était peut-être brillant dans l'Ebola, mais dans le Covid, ça ne marche pas. Est-ce que vous pensez à lui? Soyez direct. Vous pensez au docteur Muyembe, il doit démissionner? Moi, j'ai beaucoup de respect pour les futurs prix Nobel de la RDC en médecine. J'ai beaucoup de respect pour lui. Il a géré la plus grande crise de maladies à virus hémorragique et Ebola. Et je crois qu'il essaye un peu quand même de faire de son maximum. Je crois que de tout ce qu'on lui donne comme peut-être moyen. Quelles sont vos relations? Est-ce qu'il vous a bien accueilli dans l'équipe? Parce qu'il y a un internaute qui m'a dit de vous poser cette question. Quelles sont vos relations avec Muyembe Tanfou aujourd'hui? Institutionnellement, je ne suis pas lié à leur institution, qui est l'INRB. Donc, beaucoup de respect pour le professeur en tant que professeur d'université. Mais on ne s'est pas encore rencontré. Voilà. Jusqu'à aujourd'hui, vous ne vous êtes pas rencontré personnellement? Vous n'avez jamais discuté? Parce que nous avons ouï dire que votre protocole avait été accepté. À un moment, ça a été même diffusé sur les réseaux. J'ai moi-même relayé cette intox, excusez-moi, chers téléspectateurs, mais les gens ont dit que non, votre protocole a été accepté. Et cela me pousse à vous poser cette deuxième question. Quel est le protocole qu'on utilise ici en République démocratique du Congo? Il y a des guéris, plus de le chiffre, je ne l'ai pas en tête, je vais chercher tout à l'heure, mais il y a quand même des guéris en République démocratique du Congo. Quel est le protocole officiel de la RDC? Moi, je discute avec des journalistes d'autres pays, on nage dans le flou. Quel est notre protocole? Madame Paulette, il y a des gens qui ont été... il y a des gens qui ont cette responsabilité. C'est l'équipe de riposte, technique de riposte, et qui est là-dedans, il y a une équipe de prise en charge qui doivent répondre à votre question. Quel est le protocole? Quel est le protocole? Les gens qui sont guéris, ils reçoivent quoi? Vous en avez aucune idée? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je ne suis pas dans la prise en charge. Mais vous suggérerez quoi comme protocole? Je suggérerais des solutions congolaises et africaines. Comme quoi? Et comme l'artémisia. Mais l'artémisia, c'est pas contre la malaria? L'hydroxychloroquine n'est pas contre la malaria. Donc ça peut aussi indirectement soigner la Covid-19? Si l'hydroxychloroquine qui soigne la malaria, il soigne aujourd'hui le coronavirus. Pourquoi pas l'une de plantes aujourd'hui, la meilleure de plantes dans le monde pour le traitement de la malaria ne peut pas soigner. On peut peut-être aller en détail sur l'efficacité de cette plante, si vous le permettez. Oui, je vous en prie, parce que cette plante-là, on sait que ça soigne la malaria. C'est vrai que la chloroquine, je ne suis pas spécialiste avec le mot, mais vous comprendrez, la chloroquine soigne la malaria. Est-ce qu'il y a un lien entre la malaria et la Covid-19? Ah, merci Madame Paulette. Là, on entre un peu dans la question technique. Je vais vraiment éviter un peu les termes beaucoup plus techniques. Je vous en prie. Ok. Alors, le coronavirus, la nouvelle souche actuelle qu'on appelle la Covid-19, le coronavirus ou le stress COVID. Le 19 là, c'est par rapport à l'année. À l'année de la maladie. Donc maintenant, on a le Covid-20 déjà. Peut-être on en aura la Covid-20, mais non, on n'a pas encore la Covid-20. On n'a pas encore la Covid-20, on a encore la Covid-19, mais qui a ses enfants. Alors, qui a ses enfants. Donc, on peut dire que la Covid-19, c'est la maman, et il y a les SRAS-CoV-2, qui est la fille. Bon, là, maintenant, on va parler de SRAS-CoV-3, ainsi de suite. Alors, on entre un peu dans les détails. Le coronavirus, c'est pas un virus nouveau. Il est connu, ok, depuis plusieurs années maintenant. Plusieurs années déjà. Oui. C'est connu les animaux ou les hommes? Et chez les animaux et chez les hommes. Parce que je vais entrer. Je vais dans la plante Artemisia. En 2005. En 2005. J'étais encore jeune, j'ai commencé la faculté de médecine. Il y a une équipe qui travaille sur les plantes médicinales et le coronavirus associé, non, les SRAS, ça veut dire les syndromes respiratoires aigus sévères associés au coronavirus. C'est en 2005 que la plante Artemisia a été démontrée que c'est la meilleure plante pour soigner le coronavirus. Je suis sur le coronavirus en 2005. 2005 déjà? Je suis en 2005. Ok. Je suis en 2005. On remonte. On arrive, il y a une flambée épidémiologique en 2012 et en 2013. Coronavirus associé au SRAS et coronavirus associé à ce qu'on appelle le MERS.
Ok, c'est une question de forme respiratoire de maladie. Et dans cette crise-là, la plante Artemisia a été la plante qui a été utilisée, la deuxième plante, parmi d'autres deux, il y avait 4 plantes qui ont été utilisées pour soulager les patients. L'Artemisia, au plan laboratoire, inhibe le premier coronavirus. Okay? Inhibe la prolifération. Ça veut dire inhibe la multiplication. Voilà. Ça, c'est démontré au laboratoire. Ça, c'est démontré dans de meilleurs laboratoires du monde. Dans les meilleurs laboratoires du monde. On arrive à la flambée épidémiologique de 2012-2013. L'Artemisia a été utilisée. En 2019, la Chine, parmi les plantes médicinales qui ont été utilisées en Chine, l'Artemisia vient en première position. Contre le coronavirus dans les cas modérés. Okay. En tant que l'un des spécialistes mondiaux des questions de l'Artemisia, la recherche sur l'Artemisia, ça fait maintenant plus de temps que nous passons dans la recherche sur l'Artemisia. Nous avions commencé à travailler pour répondre à des questions à des solutions plutôt, pour proposer des solutions qui ne vont pas coûter trop cher dans des pays africains. Nous sommes face à une nouvelle maladie. Cette nouvelle maladie... Le Covid-19, c'est la mutation de cette maladie. La mutation, voilà, exactement. C'est la même famille. C'est la même famille qui sont... Je vais prendre un exemple simple. Vous avez peut-être entendu d'une maladie ici qui a fait... ce qui a été très médiatisé à un moment ici. On appelle ça l'ulcère de Burli, qu'on appelle Mbassou chez nous. Vous connaissez? Oui. Cette maladie-là, causée par une mycobactérie. On appelle ça le Mycobacterium ulcerans. L'agent pathogène qui cause cette maladie fait partie de microbes, d'une famille de microbes comme la maladie de tuberculose. C'est la même famille. Comme dans une famille, papa, maman qui ont 3 enfants. Et dans cette famille-là, vous avez qu'on appelle le Mycobacterium tuberculosis, vous avez le Mycobacterium leprae qui causait la lèpre, qui est presque éradiqué aujourd'hui, et le Mycobacterium ulcerans. Parce qu'il n'y avait pas un traitement spécifique pour le Mbassou, qu'est-ce qu'on a fait avec l'OMS et les autres? On a utilisé le même traitement de tuberculose. C'est ce qu'on soignait les gens du SAR de Bourli. Si l'Artemisia a soigné le coronavirus en 2005, si l'Artemisia a soigné le coronavirus en 2012 et en 2019, pourquoi pas alors que Madame Paulette, que le virus se ressemble à 79%, j'ai même 80% de ressemblance du coronavirus de 2005, de 2012, et ainsi de suite. La nouvelle souche a juste 15% de spécificité. Si une plante a déjà soigné les autres crises, si une plante a déjà démontré son efficacité dans d'autres pays, et nous avons proposé, ça a prouvé une efficacité, pourquoi pas, nous ne pouvons pas l'utiliser chez nous. La transmission, Dr Jérôme Mouniangui, quand on voit les zones de santé ici à Kinshasa, moi j'ai relevé une grande chose, c'est que le district de la Tchangou, il n'y a aucun cas du Covid-19. Comment vous expliquez cela? Parce qu'on cite que Gombe, Kalamou, Ngalima et tout ça, mais la Tchangou, il y a 0 cas à la Tchangou. Avec cette population de la Tchangou, comment vous expliquez qu'il n'y a aucun cas à la Tchangou? Ça, vous êtes en train de poser des grandes questions, des recherches qui peuvent faire des prix Nobel demain de la RDC. Pourquoi l'Afrique a moins de cas? Vous savez quoi? C'est plus général, mais... En général, même en RDC. Ah non, dans la RDC même. Prenons seulement la différence entre Gombe et Tchangou. Exactement. Alors que, de l'autre côté, aucune mesure barrière n'est respectée. Vous traversez la ville, vous allez trouver les gens qui s'en foutent de port de masque. Ils s'en foutent de la distanciation sociale ou physique. Et ils s'en foutent de tout. Même, il n'y a même pas de l'eau pour se laver les mains. Mais de l'autre côté, où toutes les mesures sont respectées, nous avons une augmentation, une flambée épidémiologique avec augmentation des cas. Donc, nous sommes face à... Résistance? On ne peut pas dire une résistance. Il y a beaucoup de théories maintenant qui sont développées pour dire qu'il peut y avoir ce qu'on appelle les immunités croisées. Ça veut dire que quelqu'un qui a fait la grippe, par exemple, il attrape le coronavirus et c'est facilement qu'il va le rejeter. Son système immunitaire peut le rejeter facilement. Dans un environnement, je dirais pas sale, hein, ouais. Mais un environnement où il y a
prolifération de cas de grippe, de malaria, de fièvre typhoïde peut avoir une incidence sur la non-contamination du Covid-19 par rapport à un environnement trop propre. Vraiment, j'essaie de comprendre parce que tel que je vois, vous dites une immunité croisée. Mais quand on voit la Tchangou par rapport, par exemple, à la commune de la Gombe, c'est pas pour dénigrer les uns et les autres, mais j'essaie de comprendre. Est-ce qu'un environnement malpropre, entre guillemets, peut empêcher la contamination par rapport à un environnement aseptisé, si je me permets le mot? Parce que c'est ça un peu l'explication simple. Comme je viens, non, c'est pas l'explication simple, c'est l'explication très compliquée. C'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Nous allons continuer. Ça peut faire des thèses et des thèses, ce que vous êtes en train de dire. On va continuer, nous allons. Voilà, c'est très compliqué. La télé, c'est le temps. Nous restons toujours dans le Covid-19. Nous allons parler de la situation du Covid-19 à Kinshasa et en République démocratique du Congo et la réunion du comité de riposte de la Covid. Non, vous n'êtes pas dans le comité de riposte de la Covid, non? Non, je suis à la task force, pas dans la vous êtes dans la task force. Je ne suis pas dans la task force présidentielle. Vous êtes dans la task force présidentielle. Exactement. Merci pour la précision. Nous y allons. 90 nouveaux cas confirmés à Kinshasa depuis le début de l'épidémie déclarée le 10 mars dernier. Le cumul de cas est de 4106, dont 4105 cas confirmés et un cas probable. Au total, il y a eu 88 décès, 87 cas confirmés et un cas probable et 537 personnes guéries, 360 cas suspects détectés après investigation. Aucune nouvelle personne n'est sortie guérie, 3 nouveaux décès confirmés, 2789 patients en bonne évolution. Pour lutter contre cette pandémie, le gouvernement congolais a implanté un nouveau laboratoire issu de l'Institut national de recherche biomédicale dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette nouvelle station de recherche aura pour objectif de tester et d'examiner le cas de la Covid-19 dans le Grand Nord et appuyer les équipes d'intervention rapide dans la gestion de la pandémie de coronavirus. Le 11 sur 26 provinces touchées par cette pandémie sont Kinshasa avec 3715 cas, Congo central 212 cas, Sud Kivu 84 cas, Nord Kivu 53 cas, Haut-Katanga 33 cas, Ituri 2 cas, Kwango 1 cas, Olomami 1 cas, Tchopo 1 cas, Équateur 1 cas. Le vice-ministre de la Santé ainsi que le professeur Mouyembe nous ont donné la situation épidémiologique de tout le pays. Ensuite, nous avons examiné la situation liée au déconfinement de tout le pays et surtout de celui de la commune de la Gombe. Le Premier ministre nous a demandé d'approfondir encore la question avec notamment la FEC qui a des éléments à nous donner. Et je pense que dans les jours qui viennent, dans très peu de temps, on va pouvoir déconfiner les Congolais, les Kinois vont devoir vivre avec cette pandémie-là. Condition de garder les masques, de porter obligatoirement leurs masques, de laver régulièrement les mains, de respecter la distanciation sociale, ainsi de suite. Tous les gestes, toutes les mesures édictées par les chefs d'État restent donc d'application, ainsi que toutes les autres mesures aussi, édictées par moi-même, ainsi que le Premier ministre. Pour le déconfinement de la commune de la Gombe, de la ville de Kinshasa, c'est qu'une question de temps, de quelques jours, parce que d'ici 3, 4, 5 jours. Et depuis que cette pandémie est arrivée chez nous au Congo, la plus grande mesure que nous avons prise, c'est d'ailleurs le meilleur, des mesures qui ont fait aussi du chemin ailleurs, notamment en Chine. Là-bas, les gens sont disciplinés. Ils ont respecté les mesures barrières. C'est ce que nous devons faire ici, chez nous. Donc, apprendre à vivre avec la pandémie et surtout respecter les gestes barrières. C'est le plus important. À travers les écoles, les églises, les entreprises, partout, les marchés, nous devons absolument respecter les gestes barrières. Docteur Monyengue, nous revenons un peu à cette question. Comment expliquer, vous commencez déjà l'explication, la non-contamination dans la district de la Tchangou par rapport à la Gombe?
Bon, à ce stade, en tant que scientifique, on ne peut que mettre des hypothèses. Okay. On ne comprend pas pourquoi. C'est la même question même qu'on peut comparer. On peut prendre par exemple Gombe, c'est le continent européen. L'épicentre non, on peut prendre par exemple Gombe, c'est le continent européen, et Tchangou, c'est ce continent africain. Donc, malgré les déclarations de grands scientifiques, voilà, l'Afrique sera l'hécatombe, et ainsi de suite, quand même, on constate qu'il n'y a pas assez de cas. Ce sont des grandes questions de recherche pour savoir pourquoi à Tchangou, il n'y a pas assez de cas. Et là, les mesures ne sont pas respectées. Et qu'est-ce qui fait qu'à Gombe, nous avons beaucoup de cas, et là malgré le respect des gestes barrières, les gens, tout à l'heure on suit le gouverneur, les gens sont très disciplinés à Gombe, voilà pourquoi, et il y a beaucoup de cas. Est-ce qu'on va vivre avec la Covid-19 tout le temps, ça deviendra vraiment notre vie quotidienne, on vivra avec... Notre vie sera toujours comme ça, distanciation sociale, se laver les mains tout le temps. On vivra avec la Covid. Oui, l'histoire épidémique, l'histoire des maladies, l'histoire de microbes nous apprend que l'homme, face à un nouveau virus, le système immunitaire doit s'adapter. C'est ce qu'on est en train de... Ça prend combien de temps cette adaptation? Maintenant, il faut regarder. Ce que vous avez, il y a des pays quand même qui ont essayé ce qu'on a appelé l'immunité collective. Par exemple, on va regarder, on laisse les gens et on va regarder est-ce qu'ils vont, comment l'immunité va se comporter par rapport à ces nouveaux virus. Je crois aujourd'hui, oui, nous allons vivre avec le vaccin. Pourquoi ça fait tellement peur aux Africains, ce vaccin contre la Covid-19? Le vaccin, en fait, si l'Afrique ou l'Africain commence à résister aujourd'hui avec tout ce qui est campagne de vaccination, parce qu'il y a eu de méfaits des autres campagnes de vaccination, des autres vaccins précédents. Parce que ce n'est pas le vaccin du coronavirus qui fait peur aux Africains. Ce sont les méfaits du vaccin. Les après, exactement. Les effets. Exactement. Vous savez que en fait, les gens qui vivent en Europe, aux États-Unis, c'est de suite. En Afrique, il n'y a pas de mouvements anti-vaccins, par exemple. Il existe peu de mouvements. Alors vous arrivez aujourd'hui en France, par exemple, malgré les 11 vaccins obligatoires, il y a les gens qui disent non, on ne va pas vacciner nos enfants. Les 11 vaccins comme la polio. Oui, exactement. Les vaccins obligatoires. Et vous allez aux États-Unis, la même chose. Ok. Nous, en fait, moi je fais partie, en fait, de ces chercheurs africains qui disent les vaccins sont bons, mais les suivis, les gens qui sont vaccinés est meilleur. L'Africain ou les Congolais n'est pas cobaye de personne. Ok. La vie d'un Européen, vous savez, vous vaccinez un enfant européen, vous devez le suivre pendant 10 ans. Un moindre problème, on vous traduit en justice. Et vous devez indemniser les victimes. Madame Paulette, depuis qu'on a commencé à vacciner au Congo, avez-vous déjà entendu parler de quelqu'un qui a été indemnisé? Est-ce que les vaccins qui arrivent au Congo sont très bons plus que les vaccins qui sont en Europe, où nous avons énormément beaucoup d'effets néfastes de vaccins? Nous sommes pas contre. Vous êtes anti-vaccin? Je suis pas anti, je suis médecin, je suis infectiologue. Et je sais le rôle du vaccin. Ça protège? Ça protège. Mais je sais aussi qu'il y a de méfaits. C'est pourquoi il y a la pharmacovigilance. La pharmacovigilance, ça veut dire que la personne, ce qu'on veut, oui, nous sommes pour les vaccins, mais à chaque vaccinateur, chaque personne qui va recevoir une dose de vaccin, nous devons le suivre pendant un certain temps. À moindre problème, la firme responsable qui a mis en place ces vaccins doit être traduite en justice pour indemnisation des victimes. Voilà, je prends aussi quelques questions des internautes, ceux qui suivent ma page La Lyon Info. Monsieur Kissilou vous demande, est-ce que vous êtes vraiment l'initiateur du Covid organique? Cette question revient toujours. J'en ai déjà répondu beaucoup. Pas à mon émission. Ah oui, ok, c'est pas à votre émission. Alors, si vous permettez, avec la question il s'appelle Monsieur Kissilou. Kissilou. Oui. Si vous permettez, question de Monsieur Kissilou, j'entre un peu dans l'artémisien. Parce que quand on parle de Covid organique, c'est juste de l'artémisien. C'est juste de l'artémisien. Bien sûr. Modifié ou mis simplement comme boisson, comme tisane, ou il y a quelques changements. Vous voulez maintenant l'explication de l'artémisia, comment il agit?
Moi, oui, un tout petit peu. D'accord, et puis on en parlait je peux bien, voilà. Alors, le Covid organique, il s'agit de quoi? Lorsque l'épidémie commence, là, nous sommes à Paris. J'ai travaillé, avant que je démissionne, avant d'accepter l'invitation du chef de l'État de rentrer dans mon pays, dans une fondation qui s'appelle Maison de l'Artémisien. Maison de l'Artémisien. Oui. L'Artémisien est une plante africaine ou une plante chinoise? Non, il y a maintenant deux variétés. Okay. On parle beaucoup plus de la variété chinoise, mais on oublie la variété africaine, que nous avons valorisée dans toutes nos publications scientifiques. L'Artémisia, c'est sa catégorie d'une plante, on appelle ça les Astéracées, et elle pousse presque partout, sur plusieurs continents, avec des spécificités dans chaque continent. Chez nous, on appelle ça Artemisia afra. L'artémisia qui vient de Chine, on appelle ça l'artémisia annua. Elle est annuelle, ainsi de suite. Mais c'est les enfants d'une même famille avec juste des différences, ainsi de suite, dans leur composition chimique et moléculaire. Okay. Alors, notre fondation en France, et dans cette fondation-là, je m'occupe de tout ce qui est recherche médicale et scientifique. Lorsque nous avions constaté que l'efficacité de l'artémisia, alors nous, notre équipe, c'est parmi les meilleures des équipes aujourd'hui qui travaillent sur la question d'artémisia, dans des très bons labos, dans des très bonnes conditions. Ayant constaté que l'artémisia peut être une solution pour lutter contre la Covid. Lutter contre la Covid en Afrique, nous avons fait des propositions à travers la fondation. Et nous avons écrit à plusieurs gouvernements. Comme au ministre qui avait dit non, que vous n'avez jamais contacté par rapport à cela. Déni avait réfuté. Exactement. Bon, on ne va pas revenir. On ne va pas revenir sur ça. Nous comprenons. Est-ce que vous êtes parmi les initiateurs de ce Covid organique au Madagascar? Derrière Covid organique se trouve Maison d'Artémisia et derrière la Maison d'Artémisia se trouve Dr Geron. Voilà la question. Il y a un autre qui vous dit, mais pourquoi votre protocole tarde-t-il? C'est le protocole. Comment ça tarde? C'est Eric Sita qui demande la question. Le protocole, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup d'espoir sur Jérôme Mouniangui, mais pourquoi ça tarde? Vous êtes ici déjà depuis quelques mois. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez des problèmes? Vous rencontrez des difficultés pour mettre en place votre protocole? Mais bien sûr, on ne peut pas se voiler la face, les difficultés sont là. Les difficultés sont d'ordre beaucoup plus scientifique. Les difficultés d'ordre beaucoup plus scientifique. Pour certaines personnes scientifiques de la RDC, malgré toutes les preuves que je vous ai démontrées, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut que je me prouve encore. Mais que je vais prouver encore quoi? La plante n'a jamais été toxique. L'artémisia n'est pas toxique. Madame, vous savez combien de personnes consomment l'artémisia en RDC? Avez-vous déjà entendu parler d'une seule plante, même dans les réseaux sociaux, que les gens qui vous suivent vous écrivent? Pas d'effet secondaire. C'est comme une tisane. Non. Et on peut avoir même de l'eau peut avoir l'effet secondaire. Ça, c'est autre problème. On parle de la toxicité. Donc, pas toxique du tout. Jamais toxique. Elle n'est pas toxique, la plante. Combien de personnes qui prennent l'artémisia à Kinshasa? Combien de milliers de doses qui seraient ici dans la ville de Kinshasa? Combien d'autorités qui consomment l'artémisia? Nous allons continuer, mesdames et messieurs. Nous restons toujours dans le dossier de la Covid-19. Nous allons parler de la désinfection du marché de Matete. Et évidemment, comme vous le savez, on a parlé du déconfinement de la commune de la Gombe, parce que l'économie, ça ne va pas. La FEC est entrée aussi dans le jeu, parce que beaucoup de gens se plaignent. Comment le gouverneur a dit qu'il va déconfiner d'ici la commune de la Gombe. Plus de détails dans ce troisième condensé. Le coup de sifflet marque le début des activités. Après quelques heures de salon dans le marché de Matete, dont l'essentiel pour ce samedi était le suivi de la salubrité après l'évacuation des montagnes d'immondices il y a peu. Chaque samedi, nous avons un salon spécial. Mais place où nous avons un immondice, nous avons un suivi. Ya kotala banani lisusu balingi babanda ko garder ba immondice po ezonga lisusu na lolenge oyo ezalaki te ya motu ya eza ko ebaka ko entretenir place wana parce que eza esika oyo ba silisaka journée mobimba wana.
Pour l'administrateur du marché Matete, Dorcas Nta Aimé, le temps des salons n'est pas déterminé. Il est question des consciences de chaque vendeur ou vendeuse. Seulement salon ezalaka vraiment na likambo ngonga te. Ezalaka seulement ko respecter temps ya entretien. So babandi salon on a 7 heures. Au plus tard 9 heures, ba entretenir milieu commis propre pour na oteka. Toroki ko arrêter. Tant balobi salon elakisi mwana nyonso oyo ayaka koteka na wenze akangi biloko na ye aye mpona koassainir milieu oyo ye atekaka. Les utilisateurs du marché de Matete expriment ici leur joie. Soko komi na tongo, il faut liboso osala propriété liboso a table na yo okombi obongisi table na on soigner après otandi bilo na yo. Libo peto ena Matete banda mama zonja mo peto moko kitoko. Mukola ya samedi to banda kokomba to bongisi propre presque to zeli 8h to fongoli to bandi koteka. Signalant qu'au-delà de la salubrité, la désinfection de ce marché a été un temps fort pour ce samedi. Les vendeurs du marché central de Kinshasa sont montés au créneau. Ils ont manifesté ce matin pour réclamer la réouverture du marché et disent mourir de faim. Papa, nous avons connu un désordre ce matin qu'on ne peut pas dire son nom. Nous sommes réveillés, les gens réclament qu'on ouvre le déconfinement. Trop, c'est trop. Il y a la crise. Il n'y a pas des activités, papa. Nous réclamons que les activités reprennent, papa. Nous voulons reprendre nos activités. Le maladie est là, bien sûr, ne refuse pas. Le coronavirus est mondial. Mais nous mourrons de faim. La crise, le manque de travail, papa, nous mourrons de faim. Il ne nous tue pas, nous mourrons de la crise, de la famine. Un soulèvement qui aurait coûté la vie d'un jeune homme qui aurait reçu une balle d'un élément de la police. Comme nous voyons à travers ces images, les habits couverts du sang, les blessés ont été conduits à l'hôpital de la place, témoignage de ses habitants. Dans une annonce faite ce mardi, le chef de la police ville de Kinshasa, Silvano Kasongo, dit suspendre les travaux de réhabilitation du marché central de Kinshasa sur l'ordre du ministre de l'Intérieur, Gilbert Kakondé. Monsieur Jérôme Mouniangui, vous avez suivi la population qui se plaint de l'après-confinement. Ils ont dit ils ne mourront pas du Covid, mais ils mourront de faim. La propreté dans la ville, comment faire pour assainir la ville? Est-ce que ce qu'on fait là, ça tue le virus de Covid-19, l'assainissement de la ville, mettre des produits? Quels produits doit-on faire pour assainir une ville contre la Covid-19? Moi, je vis en Corée, on est en train d'asperger quelque chose. Mais chez nous, on fait quoi là pour assainir une ville, une commune? Je crois que vous touchez à un point très 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 important aujourd'hui. Et quand je suis arrivé, j'en avais même pas fait. J'en ai fait part au ministre en charge de ces ministères de l'environnement et l'assainissement. Et lors de nos discussions, aujourd'hui, c'est un mariage indissociable, maladie, donc les infections et l'environnement. Okay. Vous avez par exemple le coronavirus qui est un virus qui s'attrape dans l'environnement, le gouttelettes, ainsi de suite. Vous avez d'autres grandes maladies qui sévissent dans notre pays et il suffit seulement de mesures d'hygiène et nous pouvons réduire les taux de mortalité et nous devons peut-être réduire le taux de prévalence de beaucoup de maladies. Vous imaginez dans les grandes villes, c'est pour ça que Kinshasa est aujourd'hui l'épicentre, parce que c'est une grande ville avec des bidonvilles et tout ça. Mais dans les villages qui sont aérés, propres, il n'y aura pas tellement de Covid. Exactement. C'est un peu ça. Exactement, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de mesures d'assainissement. Je vais prendre notre temps. Laissons d'abord le coronavirus. Ouais, aujourd'hui, madame, je vous pose la question, vous n'êtes pas médecin. Entre un vaccin de choléra et assainir le milieu, vous pouvez choisir quoi? Je crois que c'est l'assainissement qui commence. Et voilà, ce sont les solutions simples qui ne coûtent pas cher dans nos États. Ça ne coûte pas cher assainir le milieu. Une solution qui vient
Vaut mieux prévenir que guérir. Exactement, exactement. Voilà, nous avons aussi une question d'un internaute. Est-ce qu'il m'a dit, est-ce que le docteur Jérôme Mouniang, qui est infectiologue, c'est ça? Infectiologue. Est-ce que vous êtes en contact avec ces malades? Parce que c'est la question que beaucoup de Congolais se posent. 600 cas, 600 guéris, 4100 cas, mais les gens ne les voient pas. Quand nous regardons les autres chaînes étrangères, on voit les malades, les présidents vont leur rendre visite, les médecins cagoulés et tout ça qui soignent, mais chez nous c'est comme un mythe, on ne les voit pas et c'est ça qui crée encore cette propension à ne pas croire à la Covid-19. Est-ce que vous êtes en contact avec les malades aujourd'hui? Presque tous les jours. Ils sont où ces malades? Ces malades? Si ce n'est pas indiscret, parce qu'on se demande si ce n'est pas un secret d'État. Ils sont logés où? Quel est le protocole? On les soigne avec quoi? Ils guérissent comment? Les gens ne comprennent pas, docteur Mouniang. Madame Paulette, je vais vous dire une chose, une réalité qui se trouve dans notre pays. Lorsqu'une personne, vous savez même, il y a la stigmatisation des gens qui sont diagnostiqués par le Covid-19, que c'est impossible aujourd'hui. Devenez même le véhicule des diagnostics, avec les logos officiels, les gens qui connaissent un peu les centres qui posent les diagnostics. Si ça arrive déjà dans votre quartier, vous êtes stigmatisé. Ce qui fait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de malades en ambulatoire. Il y a beaucoup de malades qui ne veulent plus partir dans des centres. Ah, ils ont peur. Ils ont peur d'être stigmatisés et les gens ne veulent plus aller là-bas parce qu'ils ne savent quelle est le molécule, par exemple, qu'ils vont recevoir. Les gens préfèrent rester chez eux, administrer les soins chez eux. Ils ont des symptômes, administrer les soins à la maison. C'est mieux de faire ça, c'est mieux d'avoir les soins à la maison qu'à l'hôpital. Parce que les gens ont peur maintenant de l'hôpital. C'est ce que je vous dis, c'est cette stigmatisation-là, et les gens ont peur d'aller à l'hôpital pour le mesure de ceci, des prises en charge, ainsi de suite. Et donc il y a beaucoup de gens qui restent chez eux. Maintenant, ces gens guérissent comment? Donc pour répondre à cette question, oui, il y a beaucoup de cas qui sont traités en ambulatoire. En ambulatoire. Docteur, j'y reviens. Au Maroc, nous connaissons le protocole pour guérir la Covid. Au Sénégal, nous connaissons. Madagascar, n'en parlons même pas. Mais pourquoi en RDC, c'est un flou artistique? Quel est le protocole? Moi, devant des amis, des journalistes africains, je n'ai pas de réponse. Il n'y a pas un protocole officiel contre la Covid-19. Dites-nous un peu, c'est quoi? La même réponse que je vous ai donnée tout à l'heure, il y a une équipe qui s'occupe de la prise en charge. Vous pouvez leur poser la question, c'est quoi le protocole? Mais moi, je vais aller dans la vision du chef de l'État, qui a trouvé à ce qu'il y ait d'autres protocoles, les protocoles purement congolais. Qui sera composé? Qui sera composé par les 5 protocoles, par exemple, qui ont été présentés devant le ministre de la Recherche, devant les pôles scientifiques, devant le ministre de la Santé. Et Jérôme Mouniang fait partie de ces 5 protocoles. Moi, je préfère parler de ces protocoles-là que de parler d'un protocole que je ne sais pas s'il existe. Bon, ce protocole sera composé de quoi? Le protocole que moi je propose. Ah, c'est ce qu'il fallait m'amener là-bas. Je vous en prie. Merci. Alors, notre protocole est composé de plusieurs molécules. Aujourd'hui, Madame Paulette, il y a 2 grandes composantes sur lesquelles il faut intervenir pour soigner le Covid-19. Il faut agir tout de suite au niveau de ce qu'on appelle invasion cellulaire. Ça veut dire avant que le virus ne s'attache aux cellules humaines. Et deuxième niveau d'intervention, c'est au niveau du système immunitaire lui-même. Alors, ce qu'on nous propose, par exemple, moi je m'adresse à cette population à travers vous aussi, je reçois des questions. Les gens disent qu'il faut renforcer le système immunitaire. On nous conseille de prendre du citron, de l'eau citronnée, le tangawissi, la citronnelle. Il y a beaucoup de choses qu'on nous dit de prendre. C'est vrai ça renforce le système immunitaire, tout ce qu'on nous demande de prendre? Oui, parmi les gens comme les antioxydants dans les citrons, ainsi de suite. C'est que le miel et tout ça. Le miel, c'est la deuxième intervention. C'est la deuxième intervention. C'est le système immunitaire. Okay? C'est un système, comme on l'a dit, qui est composé par... c'est comme un service de défense. Okay? En République démocratique du Congo. Le ministère de la Défense n'est pas seulement composé de policiers. Non, les policiers sont dans l'intérieur. En fait, même dans l'armée, vous avez l'armée aérienne, vous avez l'armée navale, l'armée terrestre. C'est la même chose chez nous dans le système immunitaire. Si un agent qui arrive, lui, il opère, donc je peux dire, c'est une opération maritime. Est-ce que je vais envoyer l'armée terrestre ou je vais envoyer l'armée maritime?
Si on est en train de nous bombarder, et toi tu ne fais qu'intervenir tes soldats avec le sol, avec tes kalachnikovs, tu vas gagner le combat ou pas, on va t'écraser. C'est ça ce qui se passe dans le système immunitaire. Quelle est la meilleure défense? C'est une stratégie de guerre. Le coronavirus, c'est un agresseur. On a été agressé plusieurs fois en RDC. Et là, c'est un agresseur qui arrive, il s'appelle coronavirus. Et cet agresseur vient avec tout son équipement de guerre. Maintenant, nous devons nous poser la question, pour nous, quelle est l'armée qui peut faire face? Et cette armée-là, pour faire face, ça c'est le système immunitaire adaptatif. Ok. Ce sera selon chacun ou selon la RDC simplement? Non, en général. En général, sur le système immunitaire. Okay. Alors, on a compris que les gens qui ont un très bon système immunitaire, ça veut dire ils envoient une très bonne, la réponse en est coordonnée et appropriée. On va interférer avec l'invasion du virus qui arrive. L'artémisia dont on est en train de parler agit à ces deux niveaux. Je reviens. Pour entrer ici, par exemple au Congo Web, on a traversé plusieurs portes. Okay? Le coronavirus a 2 portes pour entrer dans le corps. Ces portes-là, on les appelle le récepteur. Okay? C'est quoi? C'est le nez, la bouche Non. Ça, vous êtes dans le voie d'entrée dans le corps en général. Mais là, ça ne peut encore rien faire. Bon, prenons la bouche parce que la transmission est beaucoup plus par les gouttelettes respiratoires. Ok. Par le nez. Oui, par les nez, surtout pour la respiration, le système respiratoire. Ok. Maintenant, le virus entre. Lui, il ne va pas viser le nez, ainsi de suite. Il va aller jusqu'au terminus. Qui sont les poumons. Qui sont au niveau du poumon, le système pulmonaire, et on va les appeler les alvéoles. Okay. Et au niveau des alvéoles, là, vous avez des sacs qui sont remplis d'oxygène. Ok. Les alvéoles sont remplis de... C'est là où il descend. C'est là où il descend. C'est pour ça que les gens ont difficile à respirer. Exactement. Et là, vous avez des cellules qu'on appelle les pneumocytes. Ok. Alors, le combat va se passer, c'est pas au niveau de sac ici qui est rempli d'air. Le combat va se passer entre l'armée de notre corps et l'agresseur qui est le coronavirus. Et l'armée de notre corps est dirigée aussi par le pneumocyte. C'est eux qui doivent affronter le virus. Bon, comment savoir que vous avez un système immunitaire défaillant? Quand vous avez des maladies chroniques comme le sida, comme le diabète ou autre chose, là vous êtes d'office perdant. Parce que votre système immunitaire est faible au début. Vous êtes d'office pas perdant, mais vous êtes déjà fragilisé. Vous êtes déjà fragilisé. Il faut renforcer avec des molécules qui arrivent et plutôt les médicaments pour que vous puissiez... Je voulais peut-être aller et puis je veux revenir. Donc ça c'est le premier récepteur qui va arriver. Et vous avez, si vous avez touché un grand point, on appelle ça le récepteur de l'enzyme de conversion de l'angiotensine 2. En fait, ce sont des termes un peu techniques. Ça c'est la première porte d'entrée. C'est qu'on a dit qu'il y a les liens entre l'hypertension, vous savez, et puis on donne cette enzyme de conversion aussi pour les gens qui sont hypertendus. Il y a même des traitements des hypertensions pour soigner le coronavirus. Ça, c'est la première porte d'entrée. Deuxième porte d'entrée, on appelle ça la protéine la protéase transmammanaire acérine 2. C'est une une porte d'entrée. Ok. Alors, si vous voulez que le virus, c'est ça que nous disons, nous, avec le protocole de notre protocole qui est composé de plusieurs molécules dans l'artémisia, les gens qui sont asymptomatiques, ils viennent d'avoir le virus. Il faut empêcher que ces virus ici ne puissent pas aller se fixer à d'autres cellules. Donc il y a des gens, c'est peut-être terre à terre, j'aimerais bien comprendre, il y a des gens qui disent que le virus de Covid reste 3 jours dans la gorge. Ce n'est pas terre à terre, mais ce sont des questions que je se pose. Qu'il faut tout faire pour que ce virus meure dans la gorge. J'ai reçu beaucoup de vidéos des gens qui disent qu'ils ont mis de couverture au-dessus, ils ont inhalé, je ne sais pas moi, c'était quoi, la menthe ou les écorces d'arbres, de trucs comme ça, le menthol, quelque chose comme ça, pour empêcher à ce que les cellules, le virus ne puisse descendre dans l'oesophage et tout ça, que ça s'arrête au niveau de la gorge. J'ai un spécialiste avec moi, ce sont des mythes de nos grands-mères ou c'est vraiment des méthodes aussi artisanales mais efficaces? Ce sont les méthodes, merci. Ce sont les méthodes traditionnelles, artisanales qui sont efficaces
Mais rester 3 jours dans la gorge, ainsi de suite, c'est pas vrai, parce que ça peut descendre, ainsi de suite. Alors, mais toutes ces méthodes-là sont utilisées pour évacuer le virus, en fait, pour évacuer le virus. Alors, moi, je reviens toujours sur la question d'Artemisia. C'est là où l'Artemisia agit. Quel est son rôle dans tout ça? Ça bloque quoi, Ça bloque la fusion. Ok, ça bloque ces mariages, ça vient dissocier. Vous savez, ça c'est comme si vous bloquez votre porte d'entrée. Le virus peut être là, mais il ne va pas entrer dans la cellule, ça ne va pas pénétrer et il va être tué par les cellules du système immunitaire, les macrophages qui vont les bouffer, ainsi de suite. Et ça empêche le virus d'entrer dans le corps. Merci, nous allons continuer, mais je vous donne quand même une information qui nous vient de syndicat de vendeurs au marché central. Nous avons appris que selon ces syndicats, un certain monsieur Hassan toucherait 15 000 $ selon ce contrat avec l'hôtel de ville par jour, et que l'hôtel de ville n'aura qu'une partie, n'aura que 1500 par jour. Donc vous voyez un peu ce genre de contrat que nous signons. L'État congolais est toujours en défaveur, en tout cas perd toujours par rapport à beaucoup de contrats léonais. Nous allons rester toujours dans la Covid-19 parce que l'émission d'aujourd'hui est vraiment réellement centrée sur ça. Comme j'ai le docteur Mouniang, je ne sais pas si je l'aurai appris qu'il ait reçu son prix Nobel. Donc nous profitons de l'occasion. Nous allons parler d'ailleurs de son élément ici, dans ce condensé. Et nous allons mettre un peu l'accent par rapport aux albinos, parce que les gens se posent aussi la question, monsieur docteur Jérôme, si les albinos sont plus fragiles par rapport à la Covid-19. Les albinos, les gens qui ont par exemple des malformations, est-ce qu'ils sont vraiment très fragiles par rapport au Covid-19? Plus de détails. Proclamée le 13 juin 2014 par l'Assemblée générale des Nations unies, la journée internationale de la sensibilisation à l'albinisme a été instituée afin de lutter contre toute tentative de discrimination à l'endroit de cette catégorie de personnes. En cette période de crise sanitaire mondiale, les personnes atteintes de l'albinisme continuent de subir toutes sortes de violations des droits de l'homme. Raison pour laquelle la célébration de cette journée en cette année 2020 a pour objectif de rappeler qu'en dépit des pratiques horribles, les personnes atteintes d'albinisme continuent de faire preuve de résilience face aux injustices subies et aux nombreux obstacles qui entravent leur chemin en apportant d'incroyables contributions à la société. Cette année, le thème choisi est « Fait pour briller ». Ce thème a été choisi en vue de mettre en avant les réalisations et différents succès des personnes atteintes d'albinisme. Ici est par ailleurs de rappeler que l'albinisme est une maladie rare, non transmissible et héréditaire. Elle est due à une absence de pigmentation appelée mélanine sur les cheveux, la peau et les yeux. Il n'en existe jusqu'à ces jours aucun remède. Partir pour mieux revenir, visiblement l'expression lui convient. Ici à Kinshasa, pourtant, Jérôme Mouniang a craint pour sa sécurité. Selon lui, il était menacé par des revendeurs de médicaments liés à des sociétés pharmaceutiques mécontentes de ses recherches. Il y a près d'1 an, il s'exilait dans des conditions rocambolesques. Alors, pour son retour, voulu par le président Tshisekedi, le jeune médecin a imposé ses conditions. Je suis face à un président de la République qui respecte ses engagements et il m'a promis la sécurité. Je suis sécurisé et je suis bien. Je fais mon travail calmement, tranquillement et tout va bien. Jérôme Mouniang peut désormais se consacrer au grand combat de sa vie, les traitements à base d'Artemisia, cette plante aux propriétés encore incertaines. Selon ses partisans, elle guérit du paludisme. Jérôme Mouniang pense quant à lui qu'elle pourrait venir aussi à bout du Covid-19. Mais au sein de la communauté scientifique, l'Artemisia fait toujours débat. L'OMS refuse de recommander ce remède en l'absence de preuves. L'OMS, ce n'est pas un organe qui fait de la recherche. L'OMS est un organe de régulation. L'histoire de prise de médicaments nous enseigne que l'OMS parfois se trompe sur une décision et les revient sur une autre décision sur base de résultats scientifiques. D'où notre combat, nous, c'est de porter de preuves, d'apporter plutôt des preuves scientifiques devant l'OMS afin qu'elle prenne des positions. Le pouvoir de l'Artemisia. Dans son pays, Jérôme Mouniang n'est pas le seul à y croire. Son protocole de recherche est aujourd'hui retenu par les autorités sanitaires de RDC pour faire partie de la riposte contre le coronavirus. À long terme, c'est une solution qui reste carrément congolaise.
ça reste purement congolaise, que nous pouvons multiplier cela, nous pouvons continuer cela, afin que la RDC, il ne faut pas seulement que la RDC soit juste une nation passive dans la science. La RDC doit être active. Le jeune chercheur ne compte pas s'arrêter là. Après la malaria, le Covid-19, il entend bien élargir le champ de ses recherches sur l'artémisia à d'autres maladies, comme l'hypertension, le diabète ou encore le cancer. Docteur Jérôme Onyangi, pardon, nous avons suivi cet élément de nos confrères de TV5, si je ne me trompe pas. Nous commençons d'abord par les menaces, les firmes pharmaceutiques. Pourquoi ils vous en veulent tant? Parce que vous avez cassé leur marché ou... Oui, Madame Paulette, nous travaillons sur des solutions simples. Congolaises. Des solutions qui sont simples. Okay? Il faut qu'on arrête de dire que la maladie, il faut seulement des solutions très complexes. Non. Aujourd'hui, la science, on parle bien de la science. Quand on touche à une plante, on croit que non, lui là ne fait pas la science. Non. Non. Je suis passé dans des grands labos, de meilleurs labos du monde. On ne fait que travailler sur la plante. Parce que l'important aujourd'hui, c'est de travailler. Tout médicament provient d'une plante? Mais bien sûr. Tous les médicaments proviennent d'une plante? Il n'y a pas des médicaments... Maintenant, il y a des synthèses. Des synthèses. Mais synthèse, c'est la photocopie. Quand on dit synthèse, ça veut dire il doit avoir une copie originale. On synthétise à partir de quelque chose. Or, c'est lui qui nous fabrique, ou je peux dire, la nature nous fabrique énormément de molécules. Mais il faut savoir maintenant les utiliser, les isoler, ainsi de suite, les rendre acceptables dans des formes. Les principes actifs, comme on dit. Oui, les principes actifs, voilà. J'ai quand même quelques petites notions. Merci. Les principes actifs. Alors, lorsque je travaille dans un domaine très important sur le continent africain, important dans le sens du côté de santé publique, important dans le côté économique. Je vais prendre le 2. La malaria tue énormément. C'est un business pour ces gens qui fabriquent les médicaments ont besoin, ça peut paraître cynique, mais ils ont besoin que les gens meurent pour qu'eux traitent. Ça peut paraître cynique, mais c'est ça la réalité. Beaucoup de morts et eux ils vendent. C'est ça la réalité. Mais s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de pharmacie. Ah d'accord. Donc c'est ça la réalité. Alors si nous entrons dans le principe de base de la médecine, ça veut dire c'est mieux de prévenir. Okay. C'est mieux de prévenir que de chercher toujours des solutions pour guérir. Parce que ça sera trop tard. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec le coronavirus. On veut traiter alors qu'il faut prendre des patients très tôt en charge. Si on laisse le temps, les délais là d'attente de telle chose, on ne prend pas en charge, la personne s'aggrave et nous avons toujours l'augmentation des cas. Et même dans le cas de ce qui concerne la malaria, il faut beaucoup plus aller dans des solutions qui sont simples. Je reviens toujours à moi, ma préoccupation, c'est le combat même de ma vie. Pourquoi allons-nous seulement... Le Congo a combien? Le 30 juin, on va faire combien d'années? 60 ans d'indépendance. Vous savez que quelqu'un qui a 60 ans, il n'a jamais quitté chez lui. Il reste seulement là, chômeur, sans travail. Il fait que dépendre de ses tantes, de ses oncles, de ses nièces, de ses cousines, ainsi de suite. C'est normal. La question que je vous pose, docteur Jérôme, les chercheurs africains, beaucoup d'ailleurs c'est un internaute qui m'a dit, nous les Africains, nous sommes bons qu'à la musique, qu'à la danse et tout ça. Est-ce qu'il y a des chercheurs africains comme vous qui ont déjà produit un médicament, produit quelque chose qui a été accepté par l'OMS? Puisqu'on se rend compte que l'OMS devient comme un boulet par rapport aux chercheurs africains. Vous l'avez dit tout à l'heure, que l'OMS ne fait pas de recherche, mais c'est un organe de régulation. Si j'ai bien compris. Donc, comment vous faites face à l'OMS aujourd'hui? Vous avez votre produit. Est-ce que c'est l'OMS qui doit avaliser cela? Ou comment ça se passe par rapport aux chercheurs africains? Vous savez, il y a des questions d'abord d'indépendance de chaque pays. D'indépendance, il y a la politique, on appelle ça politique nationale. Une politique nationale ne doit pas être dictée par l'extérieur. Non, elle doit être nationale.
quelle est la politique nationale, par exemple, aujourd'hui, dans la prise en charge de certaines maladies? Je peux prendre par exemple la malaria. Allons-nous seulement attendre que les outils pour appliquer notre politique, c'est ça les grands problèmes, les outils pour appliquer notre politique nous soient proposés par les autres, qu'au lieu qu'on écoute les chercheurs congolais ou africains? Est-ce que vous croyez que, madame, nous n'avons pas de plantes médicinales qui peuvent soigner la malaria ici efficacement? Il y en existe. Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais qui ont travaillé sur des questions de la malaria ici avec des plantes médicinales congolaises? Ces plantes existent. Mais ces chercheurs ne sont pas valorisés. Ces chercheurs ne sont pas valorisés par qui? Par leur propre... Non, par la politique en fait. Par la politique de leur propre État. Exactement. Les chercheurs ne sont pas valorisés et les recherches, on s'en fout carrément. On s'en fout carrément qu'il ait proposé quelque chose, ainsi de suite. On s'en fout carrément. Mon combat à la malaria. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes invités dans différents plateaux. Mais il fallait que la France 24 ou France Télévisions, RTBF, quitte Belgique et la France, allaient me suivre dans mon village, là où je fais mes recherches, pour que le monde écoute. Mais combien de temps nous avons fait à Kinshasa? Est-ce que les médias ont fait leur travail? Est-ce que la politique a fait son travail? Est-ce que les décideurs politiques nous ont écoutés? Nous ont pas écoutés. Les chercheurs congolais sont là, délaissés. Mais au moins, nous avons cette opportunité de la Covid-19 de faire entendre votre voix. De faire entendre la voix. Qu'on ne peut pas seulement compter sur le voisin. J'étais en France. La France a refusé les dons à l'Italie. On dit non, j'ai d'abord mes problèmes là. Toi, Italie, occupe-toi de tes problèmes. Italie a été délaissée. Italie est partie chercher l'aide de Cuba. De Cuba. On sait. Mais votre relation maintenant aujourd'hui avec le ministre par exemple de la recherche scientifique, qu'est-ce qu'on a mis à votre disposition? Vous vous plaignez, c'est vrai que bon, on s'en fout un peu de vos recherches et tout ça, mais vous êtes là, vous avez été appelé par le président lui-même, que moi j'appelle affectueusement 05. 05 vous appelez personnellement, vous êtes venu ici, mais qu'est-ce qu'on a mis à vos dispositions pratiquement pour vos recherches? Ce qu'on a mis à notre disposition? Exactement. Ce que d'abord j'avais demandé, d'abord moi que je sois sécurisé. C'est fait. C'est fait. Ok. La procédure scientifique, comme je vous ai dit, est en train de suivre son cours normal. Ça veut dire quoi? Soyons pratiques, docteur Jérôme. Moi, j'aime clair. Est-ce qu'on vous a mis à votre disposition un laboratoire ultra moderne? Est-ce qu'on a mis à votre endroit des assistants? Est-ce qu'on a mis à votre endroit de l'argent? Il faut être clair, puisque les gens sont impatients, les gens meurent. Vous avez dit, les malades sont là, les gens meurent tous les jours, on se réveille, 600 cas, 200 cas et tout ça. Les gens sont contaminés. Et les gens ont mis l'espoir en vous. Ils ont dit que le docteur Jérôme arrive, d'ici là, on aura quelque chose. Dites à cette population qui nous suit aujourd'hui, vous êtes dans le plateau d'Info 7 avec Paulette Kimoto, nous on ne mâche pas nos mots, dites qu'est-ce qu'on a mis à votre disposition pour que peut-être dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, nous ayons ce fameux protocole pour nous soigner. Madame Paulette, un chef d'État donne l'ordre, et ce sont les autres, par exemple le gouvernement qui doit exécuter. Nous sommes entre la main du gouvernement. Le ministre de la Recherche, il dépend du gouvernement. Alors nous sommes dans la commission, c'est un processus d'attente. Mais c'est il n'y a rien. Moi, j'ai rien cet appel-là. On écrit pour qu'on augmente $2000 pour les députés, mais pour qu'on fasse la recherche pour soigner la masse, pour soigner la population congolaise, vous nous dites que vous êtes dans un processus. Mais moi, je suis pas. Là, j'attaque mon gouvernement. Ça doit être la priorité de priorité, la santé de la population congolaise. On doit attendre quoi? Je n'ai pas réussi un franc. Ce que je peux vous dire, la vérité. C'est pas possible. Là, je suis pas d'accord. Donc le docteur Jérôme Mouniangui dit qu'il n'a pas encore reçu un franc. Donc, chers internautes, donc on n'a pas encore commencé à travailler par rapport au... On continue parce qu'aujourd'hui, ce n'est que la Covid. Donc, la population, vous devez savoir que le docteur Jérôme Mouniangui n'a pas encore reçu un franc. Le président de la République, vous devez savoir, vous avez donné l'ordre, mais qui n'a pas encore été exécuté. Nous sommes francs. Donc, chers amis, le protocole n'a pas encore commencé à faire des recherches. Nous allons encore patienter que le gouvernement de Sylvestre Ilunkamba daigne donner de l'argent pour qu'on puisse commencer le travail. Donc, je suis un peu énervé par rapport à ça parce que c'est quand même un peu énervant. Je sors un peu de mon
de mon contexte de journaliste, là je deviens la Congolaise, la militante, c'est quand même énervant jusque-là qu'on n'ait pas donné de l'argent pour les recherches de Covid-19, mais pour les détournements de procès de 100 jours, vous voyez les millions qui sortent par rapport au détournement. Nous allons d'ailleurs faire vraiment un léger survol de ce procès de 100 jours, parce que c'est Info7, nous allons prendre un peu le temps fort de l'actualité. Avant-dernier condensé, par rapport au procès de 100 jours. Procès 100 jours, la 5e audience est consacrée aux plaidoiries. À Kinshasa, le procès ministère public Vital Kamerhe et consorts attire l'attention de plus d'un. Comme nous démontrent ces images, le regard de ces Kinois est fixé avec attention soutenue sur les interventions des différentes parties. Selon ce Congolais, ce dossier les intéresse car il s'agit des deniers publics. Comme il y a eu détournement d'argent, l'argent du pays, raison pour laquelle nous sommes en train de suivre. Et là que soit intéressé à Makasi pour les ambongo ya République, les apports intérêt na bisonyo suba peuple congolais. Tout le monde est état de droit et bandit. Et bandit na wapi kaka kuna la présidence ndenge mo lobaki so camarade na so ngamoko na sali cop. C'est que na wapi sa camarade la permet na accès ya wiba. Tout le monde avec certitude total ndenge procès ezoki. Pour la ngai na komo benga ngo Ligue des Champions. Ligue des Champions de za na demi-finale total le rôle Real na Barcelone. Dans tozo c'est la finale. Ce que vous allez la part il y a Jamal Kamerhe et tout par na biso ba peuple. Lo besoin intéressant à Makasi, intérêt en mboka nanga. Par rapport à ce procès, M. Vital Kamerhe est passé aux aveux. Nous attendons quand même une petite condamnation en lui. Celui-ci pour sa part estime que le juge ne donne pas beaucoup de minutes au prévenu Vital Kamerhe pour s'exprimer. Je trouve que le procès, il y a beaucoup d'irrégularités. Déjà la façon dont on est en train de le juger, c'est déjà, vous sentez, c'est comme si on l'accusait déjà. C'est comme si c'est un compte à rendre ou c'est je sais pas, mésentente d'un côté et tout. Ben, on estimait bien avoir un état de droit et espérons que cette justice que eux prétendent dire état de droit peut nous apporter un bénéfice. Espérons. Pour rappel, les prévenus Vital Kamerhe, Sami Jamal et Jano Mouhima sont accusés de détournement de deniers publics dans l'exécution du programme 100 jours du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. C'est la décision du tribunal au procès du directeur de cabinet de Félix Tshisekedi et consorts qui est la plus attendue, c'est 20 juin 2020. À la suite de 5 séances d'audience ayant pris en charge l'instruction et les plaidoiries, Carbone Béni avoue que la justice de son pays a fait des progrès. La leçon derrière le procès de 100 jours est que, premièrement, la justice vient de faire un pas décisif, qui est celui de mettre à la disposition du grand public la gestion de fonds de l'État. Deuxièmement, c'est très symbolique parce qu'aujourd'hui, nous avons des personnes qui étaient censées être des intouchables hier, mais qui sont aujourd'hui touchées, jugées, au vu aussi de tout le monde. Ça donnerait une leçon pour beaucoup d'autres conseillers dans des cabinets ministériels et même à la présidence. Le changement d'un système équivaut notamment au recadrage de la CENI d'après l'activiste. Carbone propose en amont des profondes réformes. Nous avons eu Malou Malou, nous avions eu le pasteur Ngoï Mulunda, nous avons récemment eu Corneille Nanga. Ça n'a jamais réglé la question de la problématique électorale en termes de légitimité. Il y a toujours de fraudes et des fraudes massives. La question de la CENI, c'est une question de la réforme totale de la loi électorale. Tout doit être réformé. Carbone n'est pas d'accord lorsque la liste des mandataires nommés récemment par le chef de l'État reprend certains classiques de l'ancien régime. Des indices qui compromettent le changement tant attendu, a-t-il souligné. Cette question de mandataire public, à la lumière de ce que nous sommes en train d'observer, ça démontre à la population que rien n'a changé. Vous avez de personnes qui sont réputées être des pilleurs des deniers publics. Et que parce qu'il y a une sorte de coalition entre le FCC et le CACH, on désigne des présidents des partis politiques, des membres de leur coalition à gérer les entreprises de l'État. Mais ces personnes ne seront une fois de plus que redevables à leur parti. Carbone Béni demeure sociétaire influent des Filimbi, un mouvement citoyen ayant résisté jusqu'à l'emprisonnement de ses membres contre le 3e mandat de Joseph Kabila.
Covid, nous allons revenir. Votre regard par rapport à ce procès, Jérôme Mouniangui, c'est vrai que, excusez-moi mesdames et messieurs, je suis un peu sorti de mes gonds, mais quand on voit les millions de dollars cités dans ce procès, 15 millions, autant de millions, et que vous, un chercheur congolais, vous n'avez pas encore eu un franc pour vos recherches, quel est votre regard par rapport à ce procès? Moi, je crois que le procès des 100 jours, ça rassure. D'un côté, il y a un État qui est là, l'État des droits. Il n'y a pas des intouchables. Tout le monde peut y passer. Et de l'autre côté, on voit que le pays a beaucoup d'argent. Hein. Le pays a beaucoup d'argent. Des millions. Hein. Des millions. Madame Paulette, le procès des 100 jours, moi, j'aimerais aujourd'hui voir les trafiquants de médicaments en RDC. Ah, puisqu'on en a parlé aussi. Ah oui, les trafiquants de médicaments. Vous savez, les marchés congolais, c'est le deuxième marché en Afrique après le Nigeria. Pour la consommation ou l'achat? Pour la consommation de médicaments. Oui, nous sommes quand même plus de 80 millions. Exactement. Ce qui fait que les trafiquants de faux médicaments, les trafics de faux médicaments, c'est un fléau qui tue. C'est un fléau avec des conséquences énormes de santé publique sur notre économie. Ça fragilise notre système immunitaire, plutôt notre système sanitaire. Et même immunitaire, pourquoi? Bon, on ne va pas entrer. Je parle un peu des structures, exactement. Au niveau santé, au niveau économique, et c'est un fléau. J'aimerais bien, demain après demain, que les trafiquants de médicaments qui se sont venus installer chez nous, qui sont devenus des millionnaires, que l'OMS aujourd'hui appelle les trafics de morts, crime organisé. Que ce soit un crime contre l'humanité, classé comme crime contre l'humanité, le trafic de faux médicaments. C'est les crimes organisés. Et il y a beaucoup de ces gens-là qui se sont réfugiés en RDC. Qui vous ont combattu aussi. Qui sont ici. Et qui se jouent de vie des Congolais. Donc c'est comme si les Congolais, on peut leur donner n'importe quel produit pharmaceutique, parce qu'un trafiquant vient dans tel ou tel pays, on aimerait demain ou après-demain que ces gens répondent de leurs crimes. Que la justice, la falsification de médicaments, c'est vraiment un appel, parce qu'aujourd'hui les chefs de l'État, ils s'appuient sur la justice, le pilier justice. Que les trafiquants de faux médicaments qui tuent, l'OMS nous dit entre 150 à 200 000 personnes qui meurent chaque année sur le continent africain suite à la prise de faux médicaments. Ça augmente le taux de mortalité des maladies, ça augmente le nombre de cas d'enfants, ainsi de suite, qui sont touchés, ainsi de suite. Ça a un fléau. On aimerait demain ou après-demain que nous ayons aussi les gens qui partent à Makala. Comme ça, par rapport à... Et que la justice fasse son travail. Voilà. J'aimerais bien, bon, nous sommes dans ce procès, c'est vrai que vous avez dit qu'il y a beaucoup de faux médicaments qui circulent en République démocratique du Congo. Est-ce que la RDC n'a aucune firme pharmaceutique propre à elle? Vous en connaissez une? Je vous pose la question. Moi aussi, je peux vous poser la question, Madame Paulette. Je connais pas. Pharmaceutique, par exemple, c'est pas pour nous? Non. C'est pas pour la RDC. Donc, Madame Paulette. Qui a connu Manadiar? Où est-ce qu'il a... Bon, Manadiar, lui... Ce sont les gens qui se débrouillent. Il y a quand même des gens qui se débrouillent en RDC qui ne sont pas appuyés. Qui ne sont pas... La politique... Le nom du docteur m'a échappé, mais je connais le médicament, c'était Manadiar. Oui. C'est pas. Il fait Manadiar, Manacovid, voilà. C'est efficace. La pharmacie de l'Ouazi, la pharmacie de l'Ouazi. Voilà. C'est efficace, le Manacovid qu'il a inventé, qu'il a. Il faut des essais cliniques. C'est tout le monde est en train de demander, en fait. Ils sont dans les mêmes protocoles presque, les protocoles congolais. On demande des essais cliniques. Okay. Donc, je vais revenir à votre question. L'Afrique centrale dépend 99,1% de médicaments importés. Personne ne peut me contredire. 99,1% des médicaments qui sont dans l'Afrique centrale viennent donc c'est de l'importation. Des médicaments qui viennent de l'extérieur. Quand est-ce que nous allons lutter efficacement contre la maladie?
si les outils d'élite sont entre les mains des gens qui viennent... Ils combattent aussi en même temps. Moi c'est mon combat de la vie. On va nous combattre jusqu'au bout, il n'y a pas de problème. Mais la vie des Congolais, on ne va pas continuer à blaguer, à jouer avec la vie des Congolais. La vie des Congolais aujourd'hui, ce sont des millions pour certains, mais nous perdons des millions de vies humaines. Est-ce que vous avez une association de chercheurs africains ou congolais, vous vous battez pour quand même avoir une firme, ne fût-ce qu'en Afrique centrale, je ne sais pas. C'est quand même incroyable, 60 ans après les indépendances, aucune firme africaine pour produire nos propres médicaments. Je crois qu'il y a un chef d'État aujourd'hui, consciencieux de ces problèmes, il est conscient de ces problèmes. Il est en train, vraiment, il a la volonté. Et je crois qu'on aura la firme congolaise où tout le monde va venir avec ses solutions, on va travailler sur nos propres problèmes. Au lieu toujours de compter sur l'extérieur. On ne refuse pas de l'aide extérieure. Mais quand l'aide, on dépend entièrement de l'aide, alors que nous avons de l'intelligence, nous avons de l'espace. Nous avons de l'espace, nous avons une biodiversité, beaucoup de plantes médicinales qui se trouvent chez nous. Et en plus de ça, nous avons la démographie. Je suivais le discours du chef de l'État, il veut qu'à la fin de son mandat, que les Congolais deviennent des millionnaires. Vous savez où on se fait beaucoup de millions? C'est dans le domaine de la santé. C'est pas dans les mines. C'est pas dans l'immobilier. En RDC, les millionnaires sont dans le domaine de la santé et dans les médicaments. Notre message au chef, s'il veut que le Congolais soit millionnaire, on doit investir dans le secteur de la santé, dans le secteur pharmaceutique congolais, pas étranger. Pour vous, ce procès de 100 jours, est-ce que cela démontre un peu comment notre pays a été géré, ou notre pays, comment on dilapide les recettes de notre pays? Qu'est-ce que vous ressentez au fond de vous-même? Dégoût, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous suivez personnellement ce procès? Moi, je vais dire seulement que comment on peut arriver à dilapider beaucoup d'argent comme ça? D'un côté ou de l'autre côté, vous avez par exemple des chercheurs congolais qui sont incapables aujourd'hui d'avoir des outils. Même un seul million seulement, un seul million, qui peut sauver des vies humaines congolaises, le gouvernement n'a pas cet argent. Ou il n'y a pas cet argent-là. Pour investir sur l'humain, investir sur les questions importantes aujourd'hui, nous n'avons pas d'argent. Mais là, on est en train de voir comment est-ce que les millions ont été dilapidés, les millions ont été transférés de gauche à droite. Bon, je crois que c'est une leçon. Et le chef d'État a donné un temps pour dire, attention, vous le faites, vous connaissez votre endroit, ce sera la prison. Nous sommes en train d'atterrir, nous revenons vraiment au Covid-19. J'ai un spécialiste avec moi. En tout cas, nous allons essayer de répondre à toutes nos préoccupations. Les États-Unis aujourd'hui, plus de 100 000 morts. La question qu'on se pose, est-ce que ce n'est pas une maladie des riches? Parce que même si à Kinshasa, on s'est dit cette maladie n'attaque que ceux qui ont un peu de sous, permettez l'expression. Et aux États-Unis, on voit les nombres de morts aussi, en tout cas plus de 100 000 morts si je ne me trompe pas. Est-ce que c'est une maladie des riches, la Covid-19? Non, elle n'est pas une maladie des riches, c'est une maladie qui touche tout le monde. Vous savez, avant que la maladie n'atteigne ces chiffres aux États-Unis, quand c'était encore en Chine, et puis c'était l'Europe, avant que ça arrive aux États-Unis, les Noirs se disaient que nous sommes immunisés. Les Noirs n'est pas immunisé. Mais ce sont des Noirs qui meurent aux États-Unis. Ce sont des Noirs. La plupart, ce sont des Noirs qui meurent aux États-Unis. Donc c'est une maladie qui ne choisit pas. Ça ne choisit pas. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez qui que ce soit, si vous êtes face à la maladie, vous pouvez outrepasser. Et autre préoccupation, peut-être autre précision qu'on peut apporter, les terrains. Les terrains. La maladie profite, le virus se prolifère vraiment sur un terrain qui est fragilisé par des maladies chroniques. Or, les États-Unis, il y a énormément de maladies chroniques. Trop de diabète, voilà. Les enfants américains sont trop diabétiques, trop obèses. Et
Et le coronavirus n'aime pas les obèses, le coronavirus n'aime pas les diabétiques, le coronavirus n'aime pas les hypertendus, le coronavirus n'aime pas arriver sur un terrain qui est fragilisé déjà par les maladies chroniques. Et les États-Unis ont énormément de maladies chroniques. Ce qui fait qu'on peut avoir beaucoup de cas de ce côté-là. Donc, ce n'est pas une maladie de pro. Est-ce que c'est une maladie... il reste encore combien de minutes? Parce que 5 minutes, voilà. On m'accorde 5 minutes. Est-ce que c'est pas une maladie créée dans un laboratoire? Parce qu'aujourd'hui, on voit la guerre entre la Chine et les États-Unis. La Chine qui renvoie, en fait, les États-Unis qui renvoient la balle disent que c'est la Chine qui a créé cette maladie dans le laboratoire. La Chine dit que ce sont les soldats américains qui ont ramené la Covid chez eux. Une maladie créée dans le laboratoire? Vous voulez une autre émission sur l'origine du coronavirus? En quelques mots. Invitez-nous. Alors, cette polémique a commencé depuis l'hôpital de Wuhan, en Chine, sur le patient zéro. Qui est le patient zéro? Cette polémique a commencé lorsqu'on a constaté que le marché de Wuhan, tout autour du marché de Wuhan, il existe à 280 mètres et à 4 km de ce marché, l'épicentre de maladie, il existe deux grands laboratoires hautement sécurisés qu'on appelle laboratoire de niveau 4, les PEC4. Ces laboratoires sont classés parmi les laboratoires des armes bactériologiques. Tout commence à ce niveau-là. Et lorsque les analyses du génome du coronavirus, on dit qu'il y a croisement en fait. Donc ça veut dire 85% coronavirus prend, non, je dis 80% comme je l'ai dit tout à l'heure, ça prend de l'autre côté de la famille du coronavirus. Donc il y a 15%, tout autour de 15% de mutations. Mais ils ont regardé ces mutations, vous savez, ça a fait polémique en France, lorsque le prix Nobel Luc Montagnier, le professeur Luc Montagnier est passé pour dire qui a découvert le virus du sida, pour dire que les 15% de l'autre côté c'est le VIH. Oui, exactement, c'est ce qu'il a dit. Et ça a fait de polémique. Et c'est, je crois, si vous voulez une émission sur ça, on y reviendra. Vous aurez le temps, nous allons répartir vraiment une minute. Et le professeur Raoult, pourquoi il est combattu par rapport à la hydroxychloroquine. Pourquoi il est combattu en France? Très combattu, mondialement, même par l'OMS. Pourquoi il est combattu? Pourtant, si ça guérit, si ça a quelques résultats, pourquoi il est combattu? Moi, j'ai eu la chance de connaître le professeur Raoult via mon professeur, qui est Christian Perron, qui est vraiment son ami, un des grands infectiologues en France. Raoult, c'est quelqu'un qui se bat pour un traitement moins cher. Okay. L'hydroxychloroquine, ça ne coûte pas cher. De l'autre côté, madame, on ne fait pas se voiler la face. Les pandémies, derrière les épidémies, il y a des intérêts économiques. Il y a les firmes. Il y a des firmes pharmaceutiques. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tellement intéressant, mais la télé, c'est les temps. Voilà, l'émission d'aujourd'hui était vraiment quasiment consacrée à la Covid-19. Comme j'ai le docteur Jérôme Mouniangui, nous avons profité pour éclaircir vraiment les zones d'ombre par rapport à cette maladie, mais c'est toujours pas suffisant. J'espère qu'il aura encore le temps, bien que beaucoup disent qu'il ne soit pas trop sur le plateau, il doit travailler, mais il doit aussi communiquer par rapport à l'évolution de son travail. Donc, j'espère qu'il reviendra peut-être dans l'international, mon autre émission, pour qu'on remette en tout cas l'accent sur la Covid-19, pour expliquer à cette population que cette maladie existe réellement, qu'il faut respecter les gestes barrières. Et je rappelle encore à nos gouvernements, nous sommes le journaliste, nous sommes le 4e pouvoir, donner l'argent à Jérôme Mouniangui pour qu'il puisse continuer son œuvre, pour qu'il puisse vraiment continuer les recherches et que la population congolaise puisse être sauvée. Nous sommes des millions de Congolais en République démocratique du Congo. Ce n'est pas seulement les millions de dollars, ne gâchez pas les millions de dollars, sauvez les millions de vies des Congolais. Je profite aussi de l'occasion pour souhaiter un bon anniversaire à mon deuxième papa, Jean-Marie Sébastien Kimuntu, c'est son anniversaire. Il fête aujourd'hui ses 77 ans de vie sur terre. Bon anniversaire à toi et que l'Éternel te garde encore longtemps sur terre. Merci à tous mes followers, ceux qui ont posé leurs questions au docteur Jérôme Mouniangui. J'ai eu quand même l'opportunité d'en poser quelques-unes. Merci à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Congo Web Télévision. On se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain, toujours avec la Covid-19. Inch'Allah.